En manchette en cette semaine du 7 février sur TVC9 et TV Témis, il roule au double de la vitesse permise en plein cœur de Ville-Marie. Lactalis proclame sa nationalité canadienne au président Trump. La semaine de la canne blanche toujours présente pour l'aide aux aveugles québécois. Et au sport, les jeunes et leurs supporters rendent fiers le Témiscamingue et sa préfète, tout en entier. Bonsoir ou bonjour, vous qui choisissez le moment de vous joindre à nous sur TVC9 et TV Témis à travers les télés du réseau communautaire. Merci de réviser ou de découvrir la nouvelle avec nous. D'abord, actionnons les gyrophares. La stratégie en sécurité des réseaux de transport entamée en 2021, en cours jusqu'en 2026 et intitulée La vie humaine au cœur de nos actions, veut diminuer le nombre de collisions mortelles et avec blessés graves sur les réseaux routiers et récréotouristiques. C'est pourquoi, la Sûreté du Québec surveille cinémomètre en main, la vitesse des conducteurs sur les routes de la région et de la province. Samedi, le 1er février dernier, vers 10h15, un policier du poste principal de la MRC de Témiscamingue a intercepté un véhicule qui circulait en grand excès de vitesse. L'automobiliste s'est fait prendre sur la rue des Aublats-Nord, directement à Ville-Marie. Le conducteur, alors qu'il circulait à 102 km/h dans une zone, vous connaissez le secteur, où nous devons nous déplacer à un maximum de 50 km/h. L'homme de 51 ans de Notre-Dame-du-Nord a reçu un constat d'infraction de 868 $ assorti de 10 points d'inaptitude. Son permis de conduire a été suspendu pour 16 jours. Rappelons que dans son bilan routier de 2023 rendu public par la SAC l'été dernier, la Société de l'assurance automobile du Québec a indiqué une hausse du nombre de décès ou de blessés graves sur nos routes. Ce sont 17 morts, près de 12 % de plus que les 4 années précédentes. Avec 40 victimes depuis 2020, le nombre de blessés graves a augmenté de plus de 3,5 % en Abitibi et au Témiscamingue. Et parmi les usagers de la route décédés au Québec, un chiffre qui surprend encore, alors que parmi les 360 morts en moyenne les 4 dernières années, plus de 50 d'entre elles, assis en avant ou en arrière, malgré la loi l'obligeant depuis 50 ans, n'attachent pas leur ceinture de sécurité. Mais voici la porte-parole de la SAC, Geneviève Côté. Je ne peux pas y croire, j'ai de la misère, mais je vous crois. Ça fait 50 ans. Moi, je me souviens de l'époque où, quand j'étais petit, on me disait « Je t'aime assez, je vais t'attacher ». Je pense que c'était Yvon Deschamps qui faisait cette campagne-là à la Société de l'assurance automobile du Québec. Et là, Oui. 50 ans plus tard, il y a encore des gens, et j'ai essayé de construire une statistique, là. Parmi les 360 personnes dans les dernières années qui sont décédées d'accidents de voiture, il y a une cinquantaine qui ne portaient pas la ceinture de sécurité. C'est incroyable, ça se peut pas. Ben, non, tout à fait. En fait, c'est une personne sur trois qui décède dans un accident de la route qui ne portait pas sa ceinture de sécurité. Puis je comprends qu'est-ce que vous me dites, Monsieur Moreau, hein, on pourrait croire en 2025 que c'est gagné, hein, que tout le monde, que c'est un automatisme, qu'à partir du moment où on entre dans le véhicule, eh bien, on s'attache, mais non, ce n'est pas encore le cas et ben, c'est la raison pour laquelle on lance cette campagne-là, qui a été lancée lundi sur le port de la ceinture de sécurité et sous le thème tout simple, hein, portez votre ceinture de sécurité. Puis ce qu'on veut lancer comme message, c'est de bien sûr porter sa ceinture de sécurité pour rester en vie, mais la porter pas seulement dans certaines occasions, hein. C'est pour tout le monde, en tout temps, en toutes circonstances, le jour, le soir, la nuit, peu importe quand, c'est un automatisme. L'automatisme de cliquer la ceinture de sécurité, ça me rappelle des souvenirs quand j'utilise ces mots-là, c'est le chauffeur, le conducteur, la conductrice, le passager à côté, mais aussi, il faut s'en souvenir, là, les gens qui s'assoient à l'arrière, là. Tout à fait. Tout le monde doit s'attacher dans un véhicule.
En fait, il est de la responsabilité du conducteur de véhicule à ce que tous les passagers soient attachés dans le véhicule. Lui, mais y compris les autres passagers, y compris les passagers qui sont à l'arrière du véhicule. Si un conducteur se fait intercepter par un policier et qu'il n'était pas attaché lui-même, il s'expose à une amende entre 200 et 300 dollars et 3 points d'inaptitude. Si c'est un autre passager qui n'était pas attaché, c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'au sens là, de la loi, tout le monde doit être attaché là, à bord du véhicule. Parce que, Madame Côté, ça a été prouvé, ça a été prouvé, dis-je bien, la ceinture sauve des vies. La ceinture, non seulement sauve des vies, mais également peut euh, vous permettre de ne pas avoir de blessures graves en cas de fort impact. C'est pas pour rien hein, qu'il y a des ceintures de sécurité dans la voiture, c'est pour déjouer les lois de la physique. Donc, c'est pour vous empêcher d'être éjecté du véhicule en cas d'accident. Ça vous permet de bien rester en place dans le véhicule. Donc, à ce moment-là, en cas d'impact, les coussins gonflables vont aussi être plus efficaces pour vous protéger. Donc, ultimement, oui, ça augmente vos chances là, de demeurer en vie. Est-ce que c'est, entre vous et moi, là, est-ce que c'est dans les régions rurales comme le Témiscamingue, puis en Abitibi qu'on s'attache le moins? Là, il y a personne, il y a moins de gens qui nous surveillent qu'à Montréal, Québec, là. Alors on s'attache pas. Est-ce qu'on peut être aussi simpliste que ça? Il y a certaines particularités qu'on peut remarquer. Dans certaines régions, là, on peut dénoter que le port de la ceinture est encore un petit peu moins un automatisme, mais je vous dirais qu'il y a un profil qui se dégage surtout, c'est que c'est un comportement qui est majoritairement masculin, et également chez les jeunes conducteurs. Alors, on va le remarquer beaucoup chez les conducteurs davantage entre 16 et 49 ans. Malheureusement, même si on pourrait croire hein, parfois que c'est peut-être des conducteurs pour qui ont connu l'époque où il n'était pas peut-être nécessaire ou obligatoire de s'attacher à bord du véhicule, mais non. Souvent, le non-port de la ceinture de sécurité va également être combiné à un autre comportement dangereux, comme la conduite avec les facultés affaiblies, consommation d'alcool. Peut-être que les personnes à bord du véhicule là, croyaient qu'il y avait moins de chances peut-être de se faire prendre à ce moment-là. Ils ont pris ce risque-là finalement de ne pas être attachés à bord du véhicule. Alors, ces différentes tendances là, qu'on peut remarquer dans certaines régions, oui, ça peut arriver, mais ça concerne tout le monde. Bon, je vais pas faire le vieux mononcle, là, mais les jeunes faisant la sourde oreille, c'est peut-être pour ça que la campagne est assez forte. La campagne, vous l'avez bien dit, est bien ciblée auprès des jeunes conducteurs et c'est pas pour rien, justement, parce qu'on a remarqué qu'il y avait ce phénomène-là. Il y a plusieurs hein, raisons qui peuvent l'expliquer, différentes raisons qui peuvent être évoquées pour ne pas s'attacher. Hein. Parfois, les gens vont dire, ben, c'est une habitude ou bien je vais pas très loin. Il y a même une fausse croyance hein, qui peut être dit que je veux pas être pris à l'intérieur du véhicule en cas d'accident, ce qui est complètement faux, qu'on est confort, je fais un court trajet, ou bien je me déplace en taxi parce que en taxi également aussi, c'est obligatoire le port de la ceinture. Mais toutes ces raisons-là ne sont pas valables. Ce qu'on dit, c'est qu'il est essentiel et obligatoire de s'attacher en voiture et votre vie en dépend et celle des autres également. C'est un geste tout simple, c'est un automatisme. On pourrait croire qu'en 2025, c'est tout le monde qui le font. C'est une très grande majorité qui le font, il faut dire, là, selon les récents sondages terrain, quand même le plus de 9 personnes sur 10 qui portent leur ceinture de sécurité. Mais encore une fois, un tiers là, des personnes qui décèdent dans un accident de la route là, ne portaient pas leur ceinture de sécurité. Alors, c'est la raison pour laquelle là, on trouvait, nous, à la Société de l'assurance automobile du Québec, qu'il était important de revenir avec cette campagne-là cette année. Il y avait eu aussi une petite augmentation là, qui était constatée dans le non-port de la ceinture de sécurité dans les dernières années. Là. Alors, d'où l'importance là, de cette campagne là, cet hiver.
Un camionneur a subi de sérieuses blessures lundi, le 3 février dernier, quand sa citerne a effectué une sortie de route au kilomètre 144 de la route 101. On ne craignait pas pour sa vie quand il a été conduit au centre hospitalier régional. L'accident est survenu vers midi à Nédelec. Une voie de contournement a été ouverte pendant plus de 5 heures par la montée Guérin, les routes 391 et 101. Une résidence et ses occupants ont été évacués alors qu'un périmètre de sécurité a été dressé pour que les services d'urgence analysent la dangerosité de la scène quand même. Déjà en arrêt de travail le 6 février pour une deuxième journée de grève, les travailleuses et travailleurs de 700 de la petite enfance dans la région vont débrayer à nouveau le 17 février qui vient devant le refus du gouvernement d'agir pour contrer la pénurie et valoriser les emplois en CPE. La CSN annonce donc cette troisième journée de grève nationale. 130 000 travailleuses sont en grève partout au Québec, dans plus de 400 CPE. Des rassemblements de quartiers se tiendront dans l'ensemble des régions. Le syndicat propose plusieurs solutions ambitieuses pour assurer l'avenir du réseau, aussi bien pour améliorer les conditions de travail pour tous les titres d'emploi que pour agir pour les régions éloignées. Dans cette négociation, les travailleuses demandent notamment une charge de travail moins lourde, une meilleure rémunération pour assurer l'attraction et la rétention et des primes de disparité régionale pour les employés de certaines régions éloignées. Menaces commerciales, spectre de tarifs douaniers du président des USA, Donald Trump. Oui, ça a de l'impact sur nos industries et l'économie de chez nous. La marque Cheese Strings Ficello de Lactalis Canada, qui possède notamment une usine et emploie des travailleuses et travailleurs à Lorrainville, lance une nouvelle campagne visant à aider les consommateurs d'ici à mieux comprendre ce qui fait qu'une marque est véritablement canadienne. Fabriquée exclusivement au pays, de l'approvisionnement à la transformation en passant par l'emballage et la distribution, le fromage à effiloché que la compagnie vante comme le préféré des familles met de l'avant son identité à 100% canadienne avec une campagne d'affichage percutante intitulée Cheese Strings Ficello, fait avec 0% de fromage américain. Forte de plus de 140 ans d'histoire, Lactalis Canada est un chef de file de l'industrie laitière canadienne avec des marques emblématiques, pour ne nommer que celle-là, Cracker Barrel, Black Diamond, Petit Québec, Yogo et la plus emblématique, Lactantia. Toujours active dans la tourmente, LVL Global regarde venir la saga des droits américains à l'endroit du Canada. Mais est-ce que cette crise influence l'organisation? On a rencontré le directeur général de la compagnie Témiscamingue. Monsieur Ricard ou Étienne, parce que, bon, on se connaît quand même depuis quelques années. Comment ça se passe pour LVL Global actuellement? Bon, il paraît qu'il y a un spectre qui circule sur le Canada et le Québec. Est-ce que vous sentez de l'inquiétude chez vos travailleuses et travailleurs? Oui, certainement. Je pense que le Québec et le Canada en entier, on entend partout des nouvelles. Hein? Fait que c'est sûr que qu'est-ce qu'on entend des nouvelles, les gens, ça les affecte. Hein? Ils voient les nouvelles, automatiquement, ça devient un facteur d'anxiété. Moi, ce que j'ai fait dans le fond, c'est qu'on a quand même fait véhiculer un mémo là, rassurant un peu nos employés parce que oui, en effet, on est quand même dans une position avantageuse malgré la situation économique actuelle. On est quand même un joueur au Québec là, qui est particulier versus le bois d'œuvre. Il ne faut pas mettre les cartes dans le même jeu. Là. On est, le bois d'ingénierie se trouve être une bois de deuxième transformation. Il y a une valeur ajoutée. On est également au Canada dans un contexte que les mises en chantier canadiennes, la production complètement canadienne de LVL ne suffirait pas aux mises en chantier canadiennes au niveau construction résidentielle commerciale. Fait qu'il y a beaucoup plus d'importation qui se fait aussi des États-Unis vers le Canada. Fait que dans le contexte vraiment qu'il y aurait des barrières des deux côtés de la frontière, on serait quand même dans une position avantageuse s'il arrivait un quelconque scénario.
De toute façon, nous, on met sur nos relations long terme avec nos clients. C'est des clients qu'on a depuis 2010. Hein? Puis on n'a jamais changé nos clients. Là. On a une belle synergie avec eux. On a eu déjà des conversations aussi avec eux. Puis c'est très positif. Là. C'est très dans la collaboration, comment on s'arrange pour essayer de minimiser les impacts autant d'un bord que de l'autre. Fait qu'on a quand même cette belle relation-là avec nos clients. Puis là, c'est sûr que, tu sais, on entend les nouvelles, là, autant le Canada vont dire « Ah, les Américains sont ci, sont ça ». Mais quand on regarde, là, les gens avec qui on discute, ils n'ont pas le même discours nécessairement que leur président. Là. Fait que, tu sais, il faut pas mettre toutes les œufs dans le même panier. On travaille en équipe, on est voisins, puis entre voisins, je pense qu'on est capable de bien s'entendre, puis je pense qu'il faut rester dans cette optique-là aussi, là, de rester quand même ouvert d'esprit, puis essayer de trouver des solutions au lieu d'être sur la défensive. Mais je comprends quand même le gouvernement là, dans ce qu'ils font, mais c'est ça. Moi, mon aspect, c'est essayer de trouver une solution qui est favorable pour tout le monde. C'est pas parce qu'il y en a un qui met le trouble que tout le monde va se battre. Exactement. Fait que non, écoute, on est quand même dans une belle position malgré ça. Fait que je suis pas inquiet de l'avenir. On a tout mis en place pour s'assurer qu'on mitige ces risques-là. C'est sûr que ça peut s'envenimer, ça peut aller au-delà de ce qu'on peut prévoir, mais allons-y jour par jour. Mais pour l'instant, là, on est quand même une belle entreprise locale, la seule entreprise qui fait du LVL au Québec. On est fiers de ça. On a une belle coopérative de travailleurs actionnaires. Fait que les travailleurs sont actionnaires de l'entreprise à 15%. Ils ont le cœur à l'ouvrage, sont là aussi pour se retrousser les manches avec nous autres puis avancer de l'avant. Fait que non, on a une belle équipe pour être capable de surmonter ce genre de défis-là. C'est une belle réussite, 15 ans à continuer d'avancer, 15 ans de succès. Est-ce qu'on y croyait? Est-ce qu'on se disait ça va marcher 15 ans dans une industrie où on pouvait peut-être avoir des doutes? Mm-hmm. Écoutez, j'ai pas été dans le groupe de la relancer en 2010. Claude Gagnon étant le précurseur de ça. C'est lui qui pourrait plus vous dire, mais oui, en effet, là, ce qu'il me disait, c'était qu'au début, on relève l'entreprise, on est là pour essayer de sauver les emplois, mais c'est avec des hauts risques. Puis maintenant, à mi-parcours, je vous dirais là, qu'on s'est rendu compte quand même qu'on avait un beau bijou entre les mains puis qu'il y avait de quoi de vraiment exceptionnel. Puis on a une belle équipe aussi, que ça fait des années. Notre équipe, là, on a plusieurs employés que ça fait des années qui sont là depuis 2010. Puis fait que, cette équipe-là, elle s'est bâtie à travers les années. Puis on est vraiment, en tout cas, choyé de travailler avec une belle équipe comme on est aujourd'hui. Là. Évidemment, qui est le spectre de M. Trump ou non, le développement, les perspectives pour LVL Global en 2025, est-ce qu'on peut parler de développement ou de servir la clientèle tout simplement comme on le fait de mois en mois? Oui, en effet, présentement, c'est le statu quo. Hein? On reçoit encore des commandes des mêmes clients américains, clients canadiens aussi, ça va bien. Le marché va bien présentement. C'est sûr que l'incertitude plane, fait que je veux pas. Hein, le marché de la construction, c'est notre marché. Le marché de la construction, c'est toujours dans l'optique aussi que les taux d'intérêt sont bas, que les gens croient aussi puis qu'ils ne perdent pas leur emploi. S'il y a des pertes d'emploi massives au Canada ou aux États-Unis, veut pas, ça a un impact sur le marché de la construction. D'où aussi qu'on est impacté. Mais on a vécu d'autres vagues également. Là, l'économie, s'il y a une récession, on est tous dans le même bateau. Hein? Fait que s'il y a une récession, on va passer au travers. Économiquement, financièrement, on est quand même une entreprise solide. Hein? On n'est pas poursuivi par des créanciers, fait que ça va bien. Hein? Fait que, on est capable de passer à travers des vagues, quitte à en faire être peu profitable pendant un certain temps. On est capable quand même de l'assumer puis de vivre avec un minimum de profit, puis tout en l'espérant que l'autre année subséquente pourrait être plus profitable, bien sûr. C'est sûr que ça peut mettre en jeu certains... on a quand même des projets d'investissement qui sont sur la table à dessin, sont là. On attend encore des confirmations avec tout ça, soit en branle, les tarifs douaniers. On a quand même des beaux projets qui sont là. On a fait des demandes de subventions fédérales, provinciales. Ils sont en étude présentement.
tout va dépendre aussi du contexte économique, tout ça, mais tu sais, pour présentement, c'est sûr qu'on met ça un peu sur pause, hein, sachant pas vraiment où est-ce qu'on s'en va. Ça peut mettre en jeu plus des projets d'investissement majeurs qu'on voulait mettre en place. Ça, c'est sûr que ça a un impact. Mais ils sont là. Ils sont sur la table de dessin, prêts à les déclencher. Des beaux projets également pour une meilleure rentabilité. C'est sûr que le contexte économique doit être là également là, pour être sûr qu'ils sont viables. Donc, il y a des belles choses qui s'en viennent pour LVL. Suffit que le monsieur aux cheveux orange se tasse un peu. Ben, écoutez, il y a des gens qui l'entourent. Il y a une population également américaine qui sont là, puis qui sont capables aussi, je pense, de se faire entendre. Écoute, j'ai bon espoir à la vie, je fais confiance à la vie, hein, puis elle nous a emmenés où est-ce qu'on est aujourd'hui, puis la vie est belle. Ben, les gens de l'économie témiscaminenne, quand même, ont hâte que le spectre se tasse, parce que je suis persuadé qu'ils ont hâte de connaître les nouveaux débouchés que LVL va offrir au Québec, puis partout au Canada et aux États-Unis. Exactement, exactement. Puis je fais confiance à nos dirigeants qui sont capables de s'asseoir puis de négocier ou de faire valoir les points puis de trouver entente. Hein? C'est important de bien s'entendre. On a lancé LVL avec des produits qui ont marché, donc pas besoin d'avoir peur pour la suite. Non, c'est ça. On a des plans ABC jusqu'à Z. Hein? Fait qu'on est prêt. On est prêt à affronter la vague. Continuez d'avoir du bon succès avec toute votre équipe qui est bien présente et encore fort solide. Oui, on compte sur la force de l'équipe, en effet. Là. Comme je répète, là, je pense que notre équipe fait la différence, fait en sorte aussi qu'on est capable d'offrir un bon service, qui a une plus-value, la bonne plus-value comparativement à nos concurrents. C'est notre service aussi. Fait que ça, c'est sûr et certain, ça fait notre force. Donc, la force est dans l'équipe. Étienne Ricard, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça fait plaisir. Merci à vous. Dumont Nickel accueille avec enthousiasme l'aide financière d'1 100 000 $ annoncée par l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada. Ce soutien qui permettra de faire progresser le projet Dumont à Launay près d'Amos en vue de son raccordement au réseau d'Hydro-Québec. L'investissement stratégique est essentiel à la mise en place de l'infrastructure de transport nécessaire au secteur des minéraux critiques du Québec et au développement de la chaîne de valeur. Cette aide fait partie d'un vaste programme d'investissements fédéraux totalisant 43,5 millions de dollars. C'est réparti entre plusieurs initiatives liées aux minéraux critiques annoncées par le ministre Wilkinson. Ces initiatives visent à faire progresser la recherche et le développement d'infrastructures liées aux minéraux critiques au Québec, renforçant la position canadienne comme leader mondial dans ce secteur. Au Centre de formation des adultes du Témiscamingue, le Centre Frère Moffett Formation générale et professionnelle, c'est parti pour la finale locale des Olympiades québécoises des métiers et de la technologie volet plomberie. Une première épreuve a eu lieu pour 8 participants le 4 février dernier, mardi dernier, à l'école Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord. Selon le Centre de service scolaire du Lac-Témiscamingue, tout a été pensé dans leur atelier pour leur apprentissage. Les élèves ont dû construire dans un délai de 6h30 un montage de tuyauterie, drainage, d'évents en ABS selon le plan proposé pour une habitation unifamiliale, évalué sur le respect du plan et du Code national de plomberie, des techniques d'assemblage, du temps, ainsi que sur les règles de santé et sécurité au travail. Ils seront le 21 février à Amos, qui remportera la compétition, où la gagnante sera de la finale provinciale en mai à Québec. C'était beau à voir. Demeurons à la municipalité régionale de Comté, alors que la préfète, Mme Claire Bolduc, était, comme tous ces jeunes, rayonnante, alors que la jeunesse témiscamienne, plus de 900 enfants et adolescents, étaient aux Jeux du Québec chez nous. On a parlé à Mme Bolduc. Mme Bolduc, que d'émotions
pour ces jeux. Anne, non, mais que d'émotions. Que d'émotions pour les Jeux de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec. En effet, beaucoup d'émotions, beaucoup de très, très beaux moments. Un comité organisateur des plus dévoués, des municipalités engagées, des bénévoles très, très disponibles, puis très dévoués. Je pense qu'on a une recette gagnante ici au Témiscamingue. Les Jeux du Québec, la finale centralisée ici au Témiscamingue, c'est une question de territoire. Et les gens ont bien démontré la valeur de l'accueil d'un territoire. Les gens montrent qu'ils sont unis. Les gens montrent qu'ils sont solidaires, unis. Les gens montrent qu'ils sont capables de travailler de concert pour des objectifs collectifs. C'est ce qui est intéressant à voir dans la dynamique qui s'est développée au Témiscamingue depuis plusieurs années. J'étais tellement fier d'être là. On sentait... Non, mais les émotions, l'énergie qui se dégageait de cette cérémonie d'ouverture et de toute cette fin de semaine, c'était extraordinaire. C'était unique. D'abord, ça ne s'était jamais fait de cette façon-là. C'était unique et la cérémonie d'ouverture a marqué le tempo. Ce sont des jeunes. Le comité organisateur était constitué en majorité de personnes jeunes, donc qui comprennent les rêves, les espoirs des jeunes athlètes. Les jeunes athlètes y étaient, les animateurs étaient des jeunes, le groupe musical, c'était un groupe de jeunes. On voit qu'il y a de la relève sous tous les aspects, sous tous les angles au Témiscamingue. On voit qu'il y a des gens intéressés et on voit que ça porte fruit au niveau de la collectivité. Les gens avaient envie d'y être, étaient heureux d'y participer. Les gens avaient envie d'être là. C'était effectivement magique. C'était des moments d'émotion, mais c'était surtout un moment de profonde solidarité. C'est toute une communauté qui a mis l'épaule à la roue pour que ces Jeux-là soient un succès sur toute la ligne. Et c'est ce que ça a été, un succès sur toute la ligne. C'est de l'espoir, ça, pour une région comme la nôtre? Le territoire témiscamien, c'est un territoire d'avenir. Il y a des moments difficiles. On le voit depuis 2024. La crise forestière nous a vraiment frappé fort. Mais le Témiscamingue, c'est un territoire d'avenir. C'est un territoire d'espace, c'est un territoire d'innovation, de créativité. C'est un territoire avec des ressources importantes. C'est un territoire d'avenir. Il ne faut jamais baisser les bras. Et dès qu'on baisse les bras, on a perdu. Il ne faut jamais baisser les bras. Et je reviens aux Jeux du Québec. On a vu que les jeunes, eux, n'ont pas baissé les bras, qu'ils y croient en ce territoire-là, qu'ils y croient en la jeunesse qui est ici, qu'ils y croient en les possibilités qu'on offre ici. Alors, sur toute la ligne, la finale régionale centralisée des Jeux du Québec, c'est un succès immense et je remercie beaucoup les organisateurs, le comité organisateur, les municipalités impliquées et l'ensemble des municipalités du Témiscamingue qui ont contribué à ça. Merci tout le monde. Ça donne de l'énergie pour ce qui s'en vient et tout le monde est pogné avec, mais tout le monde doit réagir, faire quelque chose. Même à la MRC de Témiscamingue, on se doit de s'armer, je peux utiliser ce terme-là personnellement, face à M. Trump. C'est un ensemble de mesures. D'abord, comme collectivité canadienne et québécoise, faisons-nous confiance. Les tarifs douaniers, ils existaient avant 1989. Le premier accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis date de 1989. Avant, des tarifs douaniers, c'était constant sur l'ensemble des matériaux, l'ensemble des exportations qu'on faisait vers les États-Unis. Les tarifs douaniers, ils existaient avant. Les accords de libre-échange successifs, l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, l'ALENA, la CEUM, nous ont mis dans une certaine zone de confort. On se fait bousculer dans cette zone de confort-là, mais faisons-nous confiance. On a des entreprises capables et innovantes, créatives. Il y a possibilité d'élargir les marchés.
Clairement, les États-Unis, c'est un marché très proche, mais on peut faire autrement. Il y en a d'autres marchés. Il y avait des accords Canada-Asie-Pacifique qui étaient en négociation. Qu'en est-il de ces accords-là? Est-ce que ça pourrait être mis de l'avant? Il y a tous les échanges interprovinciaux qu'on peut améliorer, des facilités qu'on peut se donner, qu'on ne s'est pas donné jusqu'à maintenant, mais faisons-nous confiance. Et ce ne sont pas les gouvernements qui prendront les décisions les plus importantes. Ce sont les entreprises elles-mêmes qui font des choix, qui vont prendre des décisions et qui vont agir. Mettons en place le contexte, l'environnement, les mesures qui permettront aux entreprises de prendre de bonnes décisions pour elles, mais pour notre population, pour nos milieux. Clairement, le milieu municipal doit aussi réagir. C'est ce qu'on fait. On agit, par exemple, par les choix d'acquisition qu'on fait. On a fait également, avec la Fédération québécoise des municipalités, on a adressé une demande au gouvernement, à la ministre Lebel et à la ministre Laforêt pour des modifications législatives qui nous permettent de discriminer positivement, dans les appels d'offres qu'on fait, de discriminer positivement d'avoir un choix qui nous permet d'éliminer les entreprises américaines ou les produits américains dans les appels d'offres. Actuellement, quand on fait un appel d'offres, on est un peu tenu de prendre le plus bas soumissionnaire. Dans le contexte actuel des tarifs douaniers que veut imposer Donald Trump, ce qu'on demande, c'est si le président maintient les tarifs douaniers à 25 %, laissez-nous, par voie législative, on ne peut pas le faire si on n'est pas autorisé à le faire, mais laissez-nous, par voie législative, la possibilité d'accepter une soumission qui est 25 % plus chère parce que les tarifs douaniers nous font mal à hauteur de 25 %. Dans le contexte, on sait que c'est l'argent de nos citoyens qu'on utilise quand on fait des appels d'offres. Mais c'est aussi une question de soutenir notre économie locale, québécoise et canadienne. C'est aussi une question de solidarité avec nos travailleurs. Donc, on demande des modifications législatives pour nous permettre d'agir. Mais déjà, on a cherché à limiter, par exemple, les transactions avec Amazon. On n'en faisait pas beaucoup à la MRC, très peu. On n'en fait plus du tout. Et plusieurs instances municipales, villes, municipalités, la Fédération québécoise des municipalités procèdent de la même façon chez certains fournisseurs qui sont d'origine américaine. Soyons solidaires avec notre économie, mais surtout, on est capable de passer à travers. Faisons-nous confiance. On est solide. On a une économie solide. M. Trump a des objectifs très clairs. Il sait ce qu'il veut. Il sème la panique dans tous les milieux économiques, mais il sait ce qu'il veut. À mon avis, il veut 3 choses. Il veut avoir la fin de la gestion de l'offre sur notre agriculture. Il veut avoir la fin, parce que notre système bancaire est extrêmement solide ici au Canada. Il ne l'est pas autant aux États-Unis, mais il y a des mesures qui sont en place au Canada, des législations qui font que notre système bancaire est solide. Or, les banques américaines ne peuvent pas compétitionner avec ça. Alors ça, c'est une des visées qui, à mon avis, sont dans la mire de M. Trump. La troisième des choses, c'est l'eau. Il y a de l'eau ici. Au Canada, il y a de l'eau. Alors, au-delà de ça, c'est du vent, c'est de l'esbrouffe. Il fait paniquer tout le monde et il réussit très bien parce que tout le monde panique. Moi, si j'ai quelque chose à suggérer, c'est arrêter de nous montrer tout ce qu'il dit puis arrêter de nous ramener toutes ces phrases en l'air, tous ces propos. Arrêter d'en parler. Et c'est ce qu'il veut, lui, être sous le feu des projecteurs. Arrêter de parler de Trump. Alors là, ce qu'on doit faire, nous, comme société, comme collectivité, comme élus municipaux, c'est de privilégier les entreprises locales, régionales, du Québec et du Canada. C'est de travailler à améliorer nos capacités d'échanges commerciaux et économiques. Et c'est de faire plus de ce qu'on fait le mieux. Faire plus de ce qu'on est capable de faire le mieux. Merci de nous aider à comprendre un peu mieux cette crise, cette guerre qu'a lancée M. Trump.
En regardant le document de Mme Gironne, qu'on reçoit, je pense que c'est à tous les mois, les activités de la MRC. L'infolette municipale, d'accord. Je vois qu'il y a des sommes qui ont été mises de côté pour la préfecture. Et expliquez-moi, est-ce que c'est à tous les ans que vous êtes que le préfet de la MRC doit laisser son poste ou se représenter? Non, ici, la MRC a fait le choix que le préfet ou la préfète soit élu par l'ensemble des citoyens. Donc, on dit au suffrage universel. Tenir cette élection-là, ce sont des frais importants. En 2009, la première année où ça s'est produit, le budget était autour de 100 000 $. On parle de 170 180 000 $ maintenant pour tenir l'élection du préfet ou de la préfète au suffrage universel. En conséquence, pour éviter d'avoir, une fois aux 4 ans, une très grosse facture, on budgète à chaque année un montant qui varie entre 40 000 et 50 000 $ qu'on met de côté. On constitue un fonds pour qu'à chaque 4 ans, on puisse tenir l'élection du préfet ou de la préfète au suffrage universel. Il n'y a pas d'élection bientôt. Racontez-moi. L'élection du préfet ou de la préfète, ça se passe en même temps que l'ensemble des élections municipales partout au Québec. Cette année, ce sera le 2 novembre 2025 qu'il y a une élection municipale dans toutes les municipalités, les villes du Québec. Le maire, la mairesse, les conseillers, conseillères seront élus le 2 novembre 2025. C'est le cas aussi pour tous les préfets élus au suffrage universel, dont le préfet ou la préfète du Témiscamingue. Il y a une vingtaine de MRC au Québec dont le préfet est élu au suffrage universel. Ça se passe en même temps que les élections municipales. Et c'est encore de l'intérêt de Claire Bolduc pour ce travail, ce poste-là? C'est un poste extrêmement captivant, mais très, très prenant. Je réfléchis actuellement à l'avenir, à ce que je ferai. J'ai aussi mentionné à mes collègues du Conseil de la MRC et je le dis à toutes les personnes, c'est un merveilleux engagement qu'on fait à l'endroit de notre collectivité. Alors, s'il y avait personne que ça intéresse, ce serait inquiétant. Il y a de l'intérêt pour la fonction, il y a de l'intérêt de ma part également. Je réfléchis à la suite des choses en ce moment. M. Trump a pris beaucoup de place, mais à la MRC, il y a des dossiers que vous travaillez avec les élus? Absolument. On a 3 grands dossiers actuellement sur la table. Des grands dossiers qui nous viennent qui nous font réfléchir à notre territoire. Le premier de ces dossiers-là, en décembre dernier, la ministre des Affaires municipales, le gouvernement, en fait, a adopté les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Et de ce fait, on doit revoir les schémas d'aménagement et de développement de toutes les MRC au Québec. C'est un grand chantier parce qu'on réfléchit à ce qu'on fera sur le territoire, on réfléchit comment on va le développer, comment on va l'habiter, comment on va se l'approprier et comment on va le protéger. Alors, il y a ce grand chantier-là qui est en cours. Il y a également les plans climat qui ont été annoncés l'année dernière. Un plan climat, c'est une façon de caractériser le territoire sur la base des fragilités et des grandes forces du territoire face au changement climatique, face à tous les dérèglements climatiques qu'on rencontre. Travailler sur un plan climat, ça veut dire identifier nos forces, nos faiblesses, identifier nos zones de fragilité, mais aussi identifier nos zones d'opportunité. Alors, c'est un deuxième grand chantier. Et les 2 chantiers, le schéma d'aménagement et de développement et le plan climat, sont des chantiers qui s'entrecroisent. Nécessairement, on va se projeter dans le futur pour le schéma de développement et on associe à ça toute notre résilience et notre capacité d'adaptation face aux dérèglements climatiques. D'autres exercices sont aussi en cours au niveau du gouvernement. Il y avait un appel de projet pour les aires protégées qu'on a choisi étant donné l'importance. Il y a à peu près
sur les 19 000 km² du territoire, il y en a à peu près le tiers qui sont des périmètres urbanisés. Le reste est un territoire public, un territoire non organisé. Et 12 500 km, et on avait des propositions pour 9 000 km² d'aires protégées. Alors, on s'est dit, bon, il y en a beaucoup. On n'est pas tellement équipé pour dire oui à un, non à l'autre. On va intégrer l'analyse des propositions dans notre réflexion sur le schéma d'aménagement, la révision du schéma d'aménagement et les plans climat. Donc, cette portion-là, nous, on l'intègre à l'intérieur des exercices qu'on fait dans la MRC. Le gouvernement revoit également toute la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Et ça, c'est quelque chose qui nous interpelle. Dans le contexte du Témiscamingue, il y a quand même près de 125 000 hectares qui sont zonés agricoles. Le tiers seulement de ce qui est zoné agricole est cultivé. Alors, on a une réflexion à faire. Et quels sont les commentaires qu'on portera au niveau de la Commission de protection, au niveau du gouvernement, sur la révision de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles? Nous, ce qu'on veut faire, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement revoie la cartographie. Dans la cartographie actuelle, il y a des zones incultes, des caps rocheux, des pics de montagne, des zones humides qui sont cartographiées comme zones agricoles. On ne peut pas développer ces zones-là en matière d'agriculture. Alors, on souhaite que la cartographie soit revenue et il y a un exercice qu'actuellement le gouvernement ne veut pas faire. Revoir la cartographie, ça n'est pas dans leur vision. Alors, mais toutes les zones incultes qui demeureraient zones agricoles, bien, c'est un problème pour les municipalités. Ça peut être des zones, pas nécessairement de villégiature, mais ça peut être des zones de développement potentiel. Alors, on est en demande là-dessus. La dernière chose, c'est toute la révision de la politique forestière ou de la prochaine politique forestière. Et on sait qu'on est en attente, on veut voir ce que ça va donner, mais on est inquiet. Parce qu'actuellement, la crise forestière, elle se joue à hauteur du Québec. Puis malheureusement, on n'a pas l'impression qu'on a une bonne écoute du gouvernement. Monsieur Jean Boulet, le ministre du Travail, sera notre invité pendant ce bulletin de nouvelles. Vous voulez que je lui parle de cartographie ou d'autres choses? Je pense que M. Boulet doit se pencher sur 3 grands enjeux du territoire témiscamien et probablement de l'Abitibi-Témiscamingue. Première des choses, c'est tout ce qui concerne la politique forestière, parce que l'industrie forestière est présente sur tout le territoire. La deuxième des choses, c'est les soins de santé. Actuellement, on impose de façon paramétrique, c'est-à-dire qu'on dit à tout le monde, vous devez couper tant de pourcentage, tant de budget, vous devez retrouver l'équilibre budgétaire sans tenir compte des conditions particulières ou des réalités des territoires à qui on demande cet effort-là. Ça ne fonctionne pas. Alors, dans le contexte, on demande à M. Boulet, s'il vous plaît, aidez-nous à faire comprendre que des mesures très, très mur à mur, très paramétriques, sans tenir compte des territoires, ça n'a pas de sens et c'est particulièrement douloureux dans le domaine de la santé. Troisième des choses, ce qu'on peut demander à M. Boulet, c'est justement la situation de rigueur économique. On peut comprendre le gouvernement, quand on a un déficit de plus de 11 milliards de dollars, de vouloir être très rigoureux sur les dépenses qu'ils feront. Et malheureusement, ces dépenses-là font toujours très mal dans les milieux moins populeux, dans les milieux moins organisés. Alors, qu'il y ait une réflexion sur la manière d'agir. On sent peu d'écoute actuellement pour l'ensemble des régions du Québec de la part du gouvernement. L'axe Québec-Montréal, l'axe du Saint-Laurent, est très important pour le gouvernement. Tout ce qui est plus loin de cet axe-là, et on comprend très bien où se situe l'Abitibi-Témiscamingue dans le contexte, on veut avoir de l'écoute de la part du gouvernement. Et particulièrement dans le contexte où on revoit les dépenses gouvernementales, s'il vous plaît, voulez-vous nous écouter? Ça touche les services de la Société d'assurance automobile du Québec, de Service Québec, ça touche toutes ces coupures-là, touchent nos services gouvernementaux et les services directs à la population. Toutes les réflexions, la coupure dans les services, la coupure dans les budgets, ça a des impacts concrets chez nous.
dans le contexte, quand c'est paramétrique, si tout le monde doit contribuer de la même hauteur, les impacts pour des petits milieux, pour des populations plus petites, sont vraiment beaucoup plus grands que quand tu es dans des grands ensembles. Mme Bolduc, merci de votre implication. Je vous en prie. Bonne journée. Enfin, la semaine de la canne blanche a pris fin pour rappeler que des services sont toujours offerts aux quelques 200 000 handicapés visuels dans la province. Une présence qui a lieu depuis plus de 40 ans. Le regroupement des aveugles a aussi des services chez nous. Antoine Perrault en est le directeur général. M. Perrault, ça fait 4 décennies au moins qu'on en parle. Il y a des plus jeunes qui ne la connaissent pas, mais des gars comme moi, dans la soixantaine, ont vécu et en ont entendu parler. Je vous parle de la semaine de la canne blanche et on a vécu et on vit encore dedans. Et on y vient en aide aux personnes aveugles. C'est toujours le cas? Mais en fait, oui, c'est une semaine où les organismes qui travaillent en déficience visuelle prennent le temps de sensibiliser la population sur les différents enjeux que vivent les personnes aveugles ou celles qui vivent des difficultés de vision. Là, vous avez un grand nom savant pour aller avec ça, rappelez-moi là. Bon, on parle de personnes en biope pour les personnes qui ont une basse vision. Les personnes donc en biope, je ne sais pas si c'est un mot qui est intéressant pour jouer au Scrabble, mais en tout cas, on peut toujours l'inscrire. On a besoin de les aider. En 2025, les personnes aveugles ont besoin d'aide parce que, comme d'autres secteurs dans le monde de la santé, on les néglige. Est-ce que je suis d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation? Bien, en fait, nous, ce qu'on met de l'avant, c'est qu'il y a des services publics auxquels les personnes handicapées visuelles ont droit. Ils ont droit à des services de réadaptation de qualité. Et pour l'instant, ce qu'on constate, c'est que pour plusieurs raisons, les personnes qui tentent d'obtenir des services de réadaptation se frappent à de nombreuses embûches. Et quelles sont-elles, ces embûches-là? Il y a des gens en Abitibi-Témiscamingue, au Témiscamingue, en Abitibi, qui sont des non-voyants, des handicapés visuels et qui ont besoin de services. Ils y ont accès à ces services-là? Bien, ils y ont accès comme partout au Québec de manière théorique. Je sais qu'en Abitibi, il y a quand même des délais qui peuvent être assez élevés, mais ce qu'on constate partout à travers le Québec, c'est qu'il y a, comme je disais tantôt, de nombreuses embûches. On pense notamment à un manque d'information. Les gens, souvent, ce qu'ils nous disent, c'est que quand ils rentrent dans le système de réadaptation, on les informe très peu des services auxquels ils ont droit. On leur demande ce qu'ils ont besoin, on veut répondre à leurs besoins sans leur expliquer toute la panoplie de services qui existent. Alors, c'est difficile pour une personne qui se fait demander, bon, mais c'est quoi tes besoins quand on ne sait pas ce qui existe pour répondre à ces besoins-là. Il y a partout au Québec une pénurie de personnes. On parle parfois d'une déshumanisation du processus d'intervention. Hein. On se rend compte que les gens parfois se frappent à des murs bureaucratiques très, très difficiles. On peut prendre l'exemple d'une spécialiste qui vient adapter quelque chose chez la personne. La personne, entre le temps de la demande et l'adaptation, ben, il y a un autre besoin qui est arrivé, un besoin qui pourrait prendre peut-être 5 minutes à répondre, mais compte tenu que c'est un autre besoin, il faut que la personne repasse à travers le processus, attendre parfois plus d'1 an pour obtenir un service. C'est difficile de naviguer à travers le système de réadaptation au Québec, là. C'est déjà pas facile de vivre sans les yeux. En plus, on les plonge encore davantage dans le noir en ne donnant pas les services requis. Bien, les services, souvent, ont lieu, c'est juste qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce qu'ils devraient être. L'Abitibi-Témiscamingue a un processus au niveau des délais un peu différent de ce qu'on entend ailleurs. Mais ça reste des délais qui sont assez élevés.
Je peux vous donner un exemple, mais pour voir un spécialiste, attention, un mobilité spécialiste, on parle d'un délai ayant un niveau de priorité modéré de 365 jours. Oh, C'est long, 365 jours à attendre pour un service. c'est 12 mois. Euh, c'est 12 mois. Ouais. Quand ce besoin-là impacte notre capacité à se déplacer, par exemple, ben c'est 365 jours à avoir de la difficulté à se déplacer. Hmm. Vous avez, pour que les gens comprennent bien, pour que les voyants comprennent bien aussi, et les non-voyants aussi, entamé une campagne où il y a une série de capsules où on entend, en tout cas, que c'est pas nécessairement facile et le message est passé, là. Aidez-nous, les personnes non-voyantes, parce que on est des gens qui, dans le tissu social, ayons droit aux mêmes services que les autres. Puis c'est ce qu'on met de l'avant. Il faut absolument que ces services-là soient de qualité. La existe, la structure existe. On a théoriquement des excellents services de réadaptation au Québec quand on regarde la théorie. Là, mais quand ça arrive sur le plancher, il y a un paquet d'embûches. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que le gouvernement mettre la main à la pâte pour enlever ces embûches-là pour que les gens accèdent à des bons services. Comme vous le dites sur notre page YouTube, là, on partage des témoignages de gens qui ont vécu des situations où des fois des délais intolérables pour obtenir des lunettes adaptées, des délais inacceptables pour adapter son poste de travail. Une personne en emploi ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois avant d'avoir accès à ces outils adaptés. 6 mois pour un employeur, c'est très rare qu'un employeur va tolérer qu'un employé ne fonctionne pas à 100% pendant 6 mois. Fait que c'est des choses comme ça. Les personnes handicapées veulent s'impliquer, veulent participer socialement, veulent travailler. Encore faut-il qu'ils puissent le faire puis qu'il y ait les outils auxquels ils ont le droit pour le faire. Je pense notamment. Puis il y a des gens partout au Québec, il y a des associations partout au Québec qui travaillent avec les personnes handicapées visuelles. Je pense en Abitibi-Témiscamingue, où il y a l'Association des personnes handicapées visuelles de l'Abitibi-Témiscamingue qui font un travail fantastique. Ils sont hyper importants dans le réseau, mais il faut que le réseau public aussi fasse sa part puis s'implique comme il devrait le faire. C'est beaucoup de travail, c'est 200 000 personnes non-voyantes qui ont besoin de vos services. C'est énorme dans le quotidien, ça. C'est beaucoup de personnes, puis avec le vieillissement de la population, ce nombre-là ne peut qu'augmenter, là. Il y a cette campagne qui se poursuit, mais la semaine de la canne blanche, c'est au moment où on se parle terminé, mais vous voulez et vous souhaitez, et les personnes bénéficiaires de la RAAQ le veulent aussi, euh, l'amélioration constante des services, la présence de services continuellement. Bien, c'est sûr que ce qu'on veut, effectivement, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le regroupement de notre association rassemble des membres associatifs. Donc, l'association de l'Abitibi est membre chez nous, par exemple. Et nous, on fait des représentations au niveau national auprès du gouvernement, des entreprises privées, pour s'assurer justement que bien, les personnes handicapées visuelles soient incluses à tous les niveaux de la société. Est-ce que le quotidien au Québec pour une personne aveugle, c'est devenu plus facile avec les années? C'est une grosse question. Ce serait difficile pour moi de répondre. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a de plus en plus d'embûches un peu partout. Je pense notamment à Internet où c'est très, très difficile d'avoir un site web qui est accessible. Il y a des mesures de mise en place, il y a des choses qui existent, mais Internet, naviguer, plus les sites se complexifient, plus les gens oublient de les rendre accessibles, plus naviguer devient un enjeu. Quand on pense à la mobilité urbaine, de plus en plus d'aménagements urbains complexifient les déplacements des personnes handicapées visuelles. Quand on pense à des très, très grandes rues avec très peu de repères tactiles au sol, ben, ça devient difficile pour une personne handicapée visuelle de se déplacer de manière autonome. Fait que j'ai envie de dire, plus les choses se complexifient, plus se déplacer, avoir accès à l'information pour une personne handicapée visuelle peut être difficile. Alors, si on rajoute à ça les difficultés d'accès à des services de réadaptation,
ben, le quotidien peut être difficile pour une personne handicapée visuelle. Super, Parfait. merci d'avoir pris du temps pour nous parler. Les services aux personnes non-voyantes sont importants. Merci de continuer à garder vivante cette semaine de la canne blanche parce que avec le temps qui passe, on pourrait tout simplement la mettre de côté, mais non. On pense encore parce que les non-voyants, il n'y a rien, comme on dit, de solutionné. Il y a encore les maladies et toutes les conséquences qu'on n'explique pas toujours qui sont là. Alors, je pense qu'un organisme comme le vôtre est encore important. Antoine Perrault, merci de votre présence. Merci, bonne fin de journée. Voilà, on s'arrête là-dessus. Les River Dragons de Wasaga Beach. On dit-tu Beach? L'ouvert? Oui, OK. Ce sont les derniers adversaires de vos pirates à Ville-Marie. C'est ce vendredi 7 et samedi 8 février à 20h. Passez une bonne semaine. Je veux vous parler bientôt d'une jeune femme de chez nous qui enseigne le métier de gardien de but. Mon nom est Yvon Moreau. Merci de suivre TVT Miss.